cas d'amour. Le podcast qui va vous faire vivre de belles amours. Bienvenue en saison 3. Buffet numéro 4, épisode 2 sur 4. Je veux que ma partenaire change. Après avoir posé les bases des relations éthiques dans le premier épisode de ce buffet, que nous vous invitons à écouter si ça n'est pas déjà fait, nous abordons dans ce second épisode la question passionnante du soin de la relation et de ces situations dans lesquelles prendre soin de l'autre et prendre soin de la relation s'opposent. Il sera aussi question d'altérité, de différence et de comment traiter les conflits, les insatisfactions et les jalousies dans nos relations. Bonne écoute. Du coup, on en était à cette aspiration de liens plus authentiques et moins souffrants dans le texte. J'écrivais ensuite que cela commence par une conscience du fait que la relation type proposée par notre modèle social, monogame et avec escalade romantique, est source de souffrance et de restrictions qu'on ne souhaite plus adopter sans y réfléchir, pour soi et pour l'autre, les autres. À chaque relation. Oui, nous y trouvons souvent un questionnement qui peut être plus intuitif ou plus intellectualisé de l'idéal romantique du couple que propose le système patriarcal hétéronormatif. Il y a une conscience du fait, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure, que la romantisation de l'état amoureux peut être un support de violence. Violences qui vont du micromachisme quotidien jusqu'au féminicide. Voilà, donc là, ça clôt un peu le sujet, ce premier sujet, romantique, sur le questionnement de l'amour romantique comme une caractéristique des relations éthiques. Donc ça serait le premier point qui définit pour nous les relations éthiques. Je vais aborder là le deuxième, si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Ouais. Les accords relationnels sont toujours discutés et rien n'est pris pour acquis, en commençant par l'exclusivité sexuelle et l'exclusivité affective. Voilà. Tu veux dire que, là je t'interromps tout de suite, oui. Tu veux dire que à chaque fois qu'il y a une relation qui commence, tu poses la question de l'exclusivité affective et de l'exclusivité sexuelle. Oui. Le fait de poser la question fait partie du modèle. Oui, tout à fait. La proposition éthique serait de ne pas donner pour acquis et pour norme, pour modèle universel, l'exclusivité. Et puis, quand on parle d'exclusivité, il faut aussi qu'on sache si on parle d'exclusivité sexuelle ou affective, parce qu'elles peuvent coexister, mais elles ne sont pas la même chose. Donc l'idée... Donc ça veut dire que là, dans remise en cause du modèle romantique amoureux qui dit exclusivité, fidélité. Et là, première pierre que tu poses, c'est que chacun se positionne au début de chaque relation, de dire est-ce que c'est OK pour toi s'il y a de l'exclusivité ou s'il n'y a pas d'exclusivité sexuelle et s'il y a de l'exclusivité ou il n'y a pas d'exclusivité affective. Tout à fait, parce que le fait de ne pas en parler laisse l'autre supposer qu'on est en train, dès qu'il y a une continuité, on ne parle pas d'une rencontre d'une nuit ou d'une rencontre d'une seule fois, mais dès qu'il y a une continuité, si on n'explicite pas qu'on n'est pas dans le modèle d'escalade romantique et qu'éventuellement on va vouloir donner la clé de sa maison, puis vivre avec cette personne, partir en vacances, faire des enfants, emprunter à la banque ensemble pour une maison, patati patata, tout ça, c'est supposé, c'est implicitement supposé qu'on va dans cette direction-là, avec les ajustements liés à l'âge. Voilà, nous, à notre âge, il y aurait plus, par exemple, le présupposé on va faire un enfant, j'imagine, pour des gens de nos âges. Mais avec des adaptations selon l'âge, il y a tous ces présupposés-là. L'idée, c'est d'être clair, ça fait partie d'une éthique, d'être clair et de dire, écoute, moi, ma façon de voir les relations, c'est comme ci, comme ça, on en discute. On part pas dans l'idée que si rien n'est dit, on s'engage dans quelque chose ou on va rentrer dans cette escalade-là. Et dans 15 jours, on dîne avec ma famille le dimanche. Ouais. Mais ça me fait penser à la photo que tu m'as envoyée l'autre jour du salon du mariage. Et ça me fait penser à plusieurs choses. La première chose, c'est la préparation au mariage qui était réalisée par les curés.
Parce que la préparation au mariage, elle n'est pas tellement réalisée, elle est administrativement réalisée à la mairie, mais la préparation au mariage dure plus longtemps avec plusieurs rencontres avec le curé qui va poser la question, replacer la fidélité, etc., donner du sens et des valeurs à ces choses-là, qui fait qu'il peut y avoir quelque part une forme de réflexion plus profonde sur le sujet de l'exclusivité ou de la non-exclusivité, mais pas de la non-exclusivité, que de l'exclusivité et de la nécessité de l'exclusivité. C'est ça, c'est plutôt de l'endoctrinement, d'expliquer aux gens pourquoi ils doivent être fidèles et comment ça c'est lié à la morale. Et donc on crée quelque part une forme de je t'explique que donc il faut être fidèle, et si t'es pas fidèle, tu seras pas gentil avec ton partenaire, et il va y avoir de la souffrance, etc., etc. Et donc et d'ailleurs c'était culpabilisé avant à une époque, même sanctionné pénalement. Et puis ça se terminait en enfer. Ça se termine en enfer, évidemment. Péché. Surtout pour les femmes, et en particulier dans les milieux. Et le salon du mariage, où tu m'envoies la photo du salon du mariage, et tu dis, on va aller faire un stand au salon du mariage, et puis moi de te proposer d'avoir un stand sur comment j'avais proposé ça. Êtes-vous sûr de vous? Tu m'as dit on va nous jeter des pierres. Voilà. Donc on a bien rigolé. Voilà. Après, oui, tu parlais d'un sas, d'un espace de réflexion. Êtes-vous vraiment sûr? Êtes-vous vraiment sûr de vous marier, de cet engagement? Et ça peut être intéressant, en tout cas, de poser la question de questionner la fidélité, parce que même la fidélité, ça peut être intéressant de la définir, de la redéfinir dans ce podcast. Tout à fait. Mais effectivement, la question de l'exclusivité, de la non-exclusivité, aujourd'hui, elle est indissociable du mariage. C'est fidélité, ça veut dire exclusivité sexuelle et affective. Tout à fait. Dans ce qui est peu importe ce qui se passe dans ta vie. Exactement. Même si ta partenaire, pour des raisons X, ne veut ou ne peut pas avoir de rapport sexuel avec toi, t'es piégé. Piégé. Le mot qui me vient, c'est piégé. Donc ça serait la deuxième caractéristique des relations éthiques, c'est-à-dire une réflexion et quelque chose de très clair dans la communication et très tôt dans la relation, de pouvoir parler de désaccords éventuels et de comment on pense la relation, de ce qu'on va pouvoir proposer, offrir, et de ce qu'on ne voudra pas proposer et offrir. Mais ça n'inclut pas que la question de l'exclusivité. Je me dis que plus largement, les gens qui veulent, par exemple, qui aiment pas bouger de chez eux, je dis n'importe quoi pour donner un exemple, ils proposeront pas de partir en vacances ensemble. Quelqu'un peut très bien inclure dans une proposition d'accord le fait qu'il bouge pas de sa maison, et que si le partenaire veut partir en vacances à la plage ou à l'autre bout du monde, elle part avec d'autres personnes. On inclut cohabiter, on inclut ce qu'on veut dans l'accord. Il faut les penser à la carte et il faut négocier et se mettre d'accord ou pas. Mais tout est à questionner. Est-ce qu'on a envie de vivre avec quelqu'un d'autre? Moi, personnellement, je me sens prête à beaucoup d'engagement et beaucoup de partage, mais pas à habiter avec quelqu'un. C'est comme ça. Je pense que il faut réfléchir à ses propres limites. Donc, la première question qu'on se pose, c'est l'exclusivité sexuelle et affective. La deuxième question qu'on se pose, c'est quelle est notre attente vis-à-vis d'une relation. Et donc, ça veut dire, quelque part, il faut réfléchir sur notre attente. Parce que, logiquement, faut déconstruire aussi l'idée, on retourne encore sur la question de l'amour romantique, parce que l'amour romantique, elle donne un mode d'emploi. Exactement. Elle te dit que vous allez vivre ensemble et donc, implicitement, ça tourne forcément sur ça, quoi. Oui, et il faut réfléchir à chaque détail et pouvoir en discuter. Ça n'existe pas, ça. Qu'est-ce qui n'existe pas? Le fait de réfléchir à chaque détail. Aujourd'hui, dans notre modèle. Non, mais bon, toute notre organisation sociale, elle est basée sur ce qui est implicite. Absolument. Mais il y a des choses parfois qui sont fluides. On n'est pas dans une protocolisation. Par exemple, je réfléchis, toi et moi, on n'a jamais
accorder, combien de messages on va s'envoyer, est-ce qu'on est obligé de s'envoyer de messages, ça s'est fait tout seul. Donc il y a des choses qui nécessitent pas une communication spécifique et sont fluides, et tant mieux, parce que s'il faut discuter de tout, c'est fatigant. Mais si ça pose problème dans la relation, si on voit qu'on reçoit beaucoup de messages et qu'on n'est pas en mesure de répondre, qu'on se sent étouffé, etc., faut pouvoir en parler. À l'inverse, si on trouve l'autre distant, faut pouvoir le dire, et l'autre, il ajustera ou pas. Voilà, c'est cette danse. En tout cas, l'important, c'est d'identifier là où on a une sensation de mal-être, ou qui sera grosso modo le premier indice de la violence. Oui, de ce qui peut faire escalade. Et donc, ce qui serait nécessaire de pointer du doigt et de poser sur la table. Okay. Tout à fait. Bon, la question des accords, qui va de grosses choses comme l'exclusivité sexuelle et affective, aux détails de la vie en commun et comment on l'organise. Donc, un autre point qui ne peut pas être absent pour moi, c'est la reconnaissance de la différence, c'est-à-dire la reconnaissance de l'altérité de l'autre. L'autre est un autre, ça semble une évidence. Mais je pense que quand on est dans des relations qui aspirent à une éthique, il y a justement une aspiration à exister pour l'autre et que l'autre existe pour moi, pas dans la mesure où il m'est fonctionnel, utile à mon fantasme ou qu'il répond à mes carences, mais surtout quand il ne l'est pas. Quand il ne répond pas à ce que j'attends, c'est-à-dire quand il y a conflit. Et là, je suis obligée de reconnaître son altérité, c'est-à-dire notre différence, et donc probable insatisfaction et ou conflit. Tu es en train de dire que t'attends pas à ce que l'autre prenne soin de toi. Exactement. On en parlait tout à l'heure et on avait fait une différence que j'ai trouvée vraiment essentielle sur prendre soin de l'autre, prendre soin de la relation. Qu'on peut faire plein de choses pour prendre soin de la relation, mais ça ne sera pas équivalent à prendre soin de l'autre. Il faut qu'on trouve un exemple de ça. Sinon, ça sera difficilement compréhensible. Disons que j'ai pas forcément un exemple qui me viendrait, mais je laisserais le fait de prendre soin de l'autre à une fonction parentale ou à une fonction altruiste dans le cadre d'un métier. Exactement. Qui va être infirmier, qui va être tuteur, qui va être bénévole dans une association, qui va être militant à la Croix-Rouge. Là, on prend soin de l'autre. Oui. On va ou au resto du cœur, livrer des repas, etc. Là, on va prendre soin de l'autre, mais on a une mission pour ça. La question, c'est est-ce qu'on a une mission, du coup, de prendre soin de l'autre dans une relation? Notre hypothèse, c'est que non. Et c'est parce que là, il faut un très grand contrat pour limiter les choses, parce que sinon, c'est un abandon même de soi à vie et H24. Est-ce qu'on peut prendre l'exemple de, par exemple, je te fais une proposition. Je te dis, est-ce que tu veux venir chez moi mercredi soir? Tu me dis non. Moi, je suis vexée, blessée. En te faisant cette proposition, j'avais déjà imaginé ce que j'allais faire à manger, etc. Toi, tu me dis non pour des raisons qui sont tout à fait valables, puisque ce sont les tiennes. Et moi, je le prends très mal. Que tu connais peut-être pas. Que j'exprime peut-être pas. J'ai envie de rester seule ce soir. Voilà, imaginons que tu me dis, j'ai envie de rester seule ce soir. Hérésie absolue dans un cadre d'amour romantique. Comment je vais me dépatouiller de ça? Imaginons que moi, je vrille complètement et que je t'accuse de ne pas prendre soin de moi ou même de ne pas prendre soin de la relation. Donc là, comment on s'en sort avec cette différenciation entre soin de la relation et soin de l'autre? Parce que là, il y a quelque chose en moi, dans cet exemple-là, où la personne, c'est une fiction, là. Oui, non, mais c'est très juste. Et la question, c'est est-ce que en programmant un soir qui m'incluait et en essayant déjà de planifier un scénario, est-ce que tu as pris soin de la relation?
à ce moment-là? Est-ce que j'ai eu conscience du fait que tu es un autre et que tu peux dire oui ou non pour des raisons Est-ce que t'as pas été un peu vite en besogne en planifiant est-ce que t'as respecté qui j'étais à ce moment-là? Non. Est-ce que t'as pris en compte le fait que moi j'avais besoin de me reposer parce que j'avais passé une journée éprouvante au travail, etc. Ou tu t'es dit peut-être lui ferait du bien s'il passait un peu de temps avec. Moi je dirais que la proposition elle est toute correcte, gentille, etc. Tout à fait. Le problème est dans la non-acceptation d'un non. Et qu'il faut comprendre que quand on fait une proposition, la réponse, elle peut être oui ou non. Et si on accepte le non, on accepte la différence, on accepte l'altérité de l'autre. Sinon, t'es un objet. Moi, j'avais besoin de ceci, cela, sexe, tendresse, compagnie, j'en sais rien. Le mercredi soir, et je te prends pour un objet. Viens combler ça parce que on est en relation. Parce que c'est signé en bas du contrat, donc c'est comme ça. C'est quand même très violent. Oui. De supposer le oui de l'autre ou de lui reprocher de ne pas dire oui. Oui, donc là on est clairement en dehors d'une éthique relationnelle puisque on ne prend pas en compte l'altérité, on ne prend pas en compte l'autre tel qu'il est dans toutes ses différences et puis quelque part on le piège un petit peu dans une obligation de dire oui. Oui, et moi je te poserais, puisque c'est toi... Si c'était un homme, moi, qui posait la question à une femme, et tu te sentirais obligé de venir, et tu pourrais pas dire non, même s'il y avait des rapports sexuels que tu avais peut-être pas envie d'avoir. Non, mais oui, ça peut aller très loin, absolument. Mais étant donné qu'on a imaginé que moi je te fais une proposition et que toi tu dis non, et que moi je fais des reproches, je te pose la question de comment toi tu te positionnerais face à mes reproches pour prendre soin de la relation et pas de moi. Je dis pas que t'as pas envie de prendre soin de moi. Je dis que ce qui est juste, c'est de prendre soin de la relation et pas de ce qui dépasse de ma souffrance traumatique d'enfant. Non, je pense que si on veut prendre soin de la relation à un moment où il y a une proposition qui ne nous convient pas et que la personne a projeté beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'elle a construit ses propres attentes, qu'elle va être franchement déçue à un point où ça peut la faire souffrir, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, elle peut s'être fait elle-même fabriquer la massue pour se taper sur la tête, et ça, j'en prends conscience à ce moment-là. Je prends conscience que l'autre va souffrir de mon absence, qu'elle a projeté par elle-même. Qu'elle a fabriqué par sa proposition. Par sa proposition, absolument. La proposition fabrique l'absence de l'autre quand il dit non. Parce que sinon, c'est juste que t'es chez toi et je suis chez moi. C'est ça. Et là, ça change tout. Je pense que moi, ma réponse serait quelque chose de l'ordre de je vais passer un peu, quelque chose d'intermédiaire entre besoin d'être seul et je réponds à un de tes besoins qui est envie de me voir. Peut-être qu'on peut se voir un peu. Je passerai, on boira un thé ensemble et puis je repartirai après, pas plus tard que telle heure, etc., etc. Et si tu commences à monter là des stratégies pour que je reste un peu plus tard, parce que etc., là ça posera un autre problème. On sera dans la manipulation et autres comportements qui ne me semblent pas être respectueux, ou en tout cas dans le cadre d'une éthique relationnelle. Voilà un peu comment j'imaginerais pouvoir être dans le respect et en même temps la possibilité de pouvoir le dire, de pouvoir dire moi j'ai besoin d'avoir ce temps-là et toi t'as besoin de ça, mais voilà, projette pas trop des choses avant de m'avoir posé la question de savoir si je suis disponible. Oui, tu réponds au niveau concret, une façon d'organiser ce désajustement, et c'est très bien. Mais ma question, elle allait aussi sur un autre plan, c'est-à-dire comment tu peux faire pour que ce soit clair, que ces reproches-là m'appartiennent et ne pas rentrer dans une dynamique de t'excuser, par exemple. Toute la problématique, elle est essentiellement là, c'est-à-dire que j'ai pas forcément besoin de me justifier, mais je vais rester fidèle aussi à moi-même
J'entends son affaire, j'entends qu'elle a besoin et que là c'est le moment, bon elle a peut-être des choses à me dire qui sont importantes, donc je vais prendre un petit temps quand même parce que c'est nécessaire. Peut-être par téléphone, hein, ça peut être simplement ça aussi. Il faut que je me respecte moi et puis je vais respecter la relation au sens où je vais pas exprimer forcément une justification valable de ma non-réponse à son besoin. Absolument. Ou d'une réponse qui ne lui convient pas. Et je trouve que là, on est en train de dire quelque chose d'extrêmement révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que si on bascule en position parentale ou en position soignante, en croyant bien faire et prendre soin de l'autre, parce que le pauvre, il en a besoin, il est angoissé, seul, il a des attentes vis-à-vis de la relation, on ne prend pas soin de la relation. Parce qu'on la laisse se transformer en quelque chose qu'on ne souhaite pas. Et si on ne le souhaite pas, on crée un espace de violence. Ne serait-ce que vis-à-vis de soi-même. Vis-à-vis de soi-même. Et une forme d'illusion vis-à-vis de l'autre. Oui, et ça commence à mettre un climat de non-authenticité. Et dès qu'il y a de la non-authenticité qui se glisse, il y a une perte d'intimité. Tout à fait. C'est des choses en tout cas, il y a un fossé qui se creuse. Oui, une distance. Et c'est tout le contraire de ce qu'on souhaite. On souhaite pouvoir être très, 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 très proche et en fusion, même quand on est ensemble. Donc, ça va venir attaquer ça. Oui. C'est très souvent le point de départ d'une séparation. Exactement. Oui, ou du fait que la relation bascule vers du faux, une forme de fausseté. Ouais, ça peut durer longtemps comme ça, pas forcément aller vers la séparation, mais ça sera source d'insatisfaction certaine. Duquel il faudra sortir, évidemment, à un moment ou à un autre. Ou pas. Ou pas. Non, il y a des gens qui vivent comme ça. Ouais, c'est clair. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode qui nous prépare au prochain sur l'amour lucide. Merci de nous avoir écoutés et nous serons ravis d'avoir vos retours et commentaires. Même si on en parle beaucoup, nous ne vivons pas que d'amour et d'eau fraîche. Alors, pour nous soutenir dans notre travail, vous pouvez vous rendre sur notre page web encadamour.com où une cagnotte est prête à accueillir vos contributions pour nous aider à assumer tous les frais et continuer à faire vivre encore longtemps ce podcast. Et si vous avez vous-même envie d'aller plus loin sur ces sujets, dans une réflexion accompagnée, dans un espace plus intime, ou simplement nous faire part de vos commentaires, vous pouvez nous écrire à contact@encadamour.com.